Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans votre journal de 15 heures. Voici les titres de l'actualité. Djibouti renforce son partenariat avec le Fonds arabe pour le développement économique et social, le FADES. Les détails dans un instant. Selon le Fonds monétaire international, le PIB du Soudan devrait se contracter de plus de 18% cette année en cause des affrontements qui durent depuis plus de 6 mois. Et je vous emmène au Maroc en ce début de journal. Marrakech a récemment été le théâtre de discussions cruciales lors des assemblées annuelles de la Banque mondiale et du FMI. En marge de ce sommet, une délégation djiboutienne dirigée par Ilyes Moussa Douale, ministre de l'économie et des finances, chargé de l'industrie, accompagné du ministre du budget, Ismaël Ibrahim Roble, a rencontré la délégation du Fonds arabe pour le développement économique et social, le FADES, dirigé par Badr Al-Saad, président du conseil d'administration et directeur général du Fonds. Cette réunion a eu pour objectif de renforcer et de consolider les relations de partenariat entre la République de Djibouti et le FADES. Il convient de rappeler que le FADES est depuis septembre 2020 un partenaire stratégique majeur dans le développement de Djibouti, apportant un soutien significatif aux efforts du gouvernement dans la mise en œuvre de sa politique de développement en se concentrant sur des domaines clés tels que l'énergie, l'urbanisme et l'éducation. Les discussions ont été empreintes de gratitude de la part de la délégation djiboutienne envers le FADES pour son engagement continu envers le développement de Djibouti. Ce partenariat a permis de stimuler la croissance économique et d'améliorer les infrastructures essentielles dans le pays. Le ministre de l'économie et des finances, Ilyes Moussa Douale, a exprimé l'importance de cette collaboration, soulignant que le FADES avait été un partenaire clé dans la réalisation des objectifs de développement de Djibouti. Il a également mis en avant les opportunités futures de coopération en mettant l'accent sur l'importance de l'investissement dans les secteurs clés pour le développement du pays. Écoutons un extrait de l'intervention du ministre du Budget. À ce partenariat avec le FADES, nous avons pu avoir des relations, une rencontre de très haut niveau avec le directeur général, Dr Al-Assad, qui nous a présenté la situation au niveau du FADES, mais qui nous a aussi engagés dans des efforts importants pour consolider le partenariat avec le FADES, surtout dans le domaine de l'hydraulique et de l'habitat. Et en ce sens, nous avons pu conclure un accord pour reprendre les activités et aller de l'avant. Et toujours à Marrakech, cette fois-ci, la délégation djiboutienne a rencontré l'équipe de l'IFC, Société financière internationale du groupe de la Banque mondiale, dirigée par le vice-président de l'IFC pour la région, MENA, Sergio Pimenta. Les discussions ont porté sur plusieurs points clés, notamment le plan de mise en œuvre des recommandations du rapport diagnostic sur le secteur privé à Djibouti. Ce rapport examine les défis et les opportunités liées au développement du secteur privé et identifie les réformes nécessaires pour favoriser la transformation économique du pays, alignée sur la vision 2035 du gouvernement djiboutien. Cette vision vise à stimuler la croissance et à améliorer la qualité de vie des citoyens en mettant l'accent sur les investissements privés et la position géostratégique de notre pays. L'IFC s'engage à soutenir Djibouti dans la réalisation de ses objectifs ambitieux en collaborant étroitement avec le gouvernement et les acteurs clés du secteur privé. La délégation a également exprimé son intérêt pour le développement du secteur de la santé avec un accent sur les bonnes pratiques, les risques et les conditions de réussite. L'IFC s'est engagé à fournir un soutien et des conseils en la matière. Sous la présidence du député Shelmake Mousse et la commission des finances, de l'économie générale et du plan s'est réunie hier pour examiner le projet de loi portant sur l'approbation des comptes financiers de l'Agence nationale des systèmes d'information de l'État, l'ANSSI, pour l'année 2022. Cette réunion a rassemblé une assemblée hétéroclite de parlementaires, qu'ils soient
membre ou non de la commission des finances. Pour enrichir les discussions, M. Almis Mohamed Abdellah, secrétaire général du gouvernement, le directeur général de l'ANSI et l'agent comptable de ces établissements étaient également présents au cours de cette réunion. L'atmosphère a été électrique, marquée par des échanges animés et constructifs. Les commissaires, après un examen minutieux des comptes financiers de l'ANSI, pour l'année 2022, ont émis un avis favorable. Ils ont pris cette décision après un dialogue approfondi, prenant en compte les divers aspects financiers et économiques liés à l'agence nationale. Et toujours à l'Assemblée nationale, sous la direction de l'honorable Kaltoum Farah Saïd, la commission de la législation de l'administration générale des droits humains, élargie en collaboration avec la commission des affaires étrangères, s'est réunie hier pour entamer l'examen du projet de loi portant sur le code du numérique. Cette réunion a été un événement significatif, réunissant des membres de la commission ainsi que d'autres élus intéressés. De plus, elle a bénéficié de la présence de personnalités notables, à savoir Mme Hamadou Ali, ministre déléguée en charge de l'économie numérique et de l'innovation, M. Ali Hassan Badan, ministre de la Justice et des Affaires pénitentiaires, chargé des droits de l'homme, M. Rassim Haroun Ali, ministre délégué chargé de la décentralisation, assurant temporairement les fonctions du ministre de l'Intérieur. Le code du numérique donc revêt une importance croissante dans un monde de plus en plus connecté, et son examen minutieux par la Commission reflète l'attention portée aux enjeux liés aux technologies de l'information et à la protection des droits humains dans cet espace numérique en constante évolution. Dans le reste de l'actualité, l'Institut des études diplomatiques a procédé hier, en fin de matinée, dans la grande salle de conférence, à la cérémonie de clôture d'un événement majeur, d'un cycle de séminaires et conférences de haut niveau axés sur l'intégration régionale. Au cours de ces 5 jours de séminaires et d'échanges d'expériences, les experts, Dr Marco Rikiri et Dr Abdelkader Hussein Mohamed, ont animé le séminaire et ont fait profiter les participants de leur expérience, discuter du multilatéralisme, régionalisme, le changement en cours sur la scène internationale et construction d'un nouvel ordre mondial, et cela à la lumière de l'intégration régionale pour sensibiliser et influencer les orientations politiques sur ces thématiques. Acteurs, formateurs, co-formateurs, les ambassadeurs, Excellences, et peut-être surtout les participants qui ont fait de ce séminaire un succès. Ce troisième séminaire, ce que j'ai entendu, se concentrait sur l'intégration régionale. Nous sommes réunis pour discuter de grandes questions comme la nouveauté de l'ampleur des processus de changement qui s'opèrent dans les équilibres multilatéraux et internationaux, avec l'affirmation de nouvelles dynamiques régionales et continentales promues par les États et par les principaux acteurs de développement. Je suis heureux de constater que les échanges ont été passionnants et inspirants, car en fin de compte, c'est l'échange mutuel d'expériences, de connaissances et de compétences qui fait la réussite d'une diplomatie. Je peux le confirmer en toute sécurité en tant qu'ancien élève de l'Académie diplomatique dans mon pays d'origine, terminé il y a déjà 15 ans. En tant que l'Union européenne, probablement l'organisation internationale d'intégration la plus efficace du monde, nous avons été confrontés, tout comme le reste du monde, à de nombreux défis. Cela s'entend des pandémies, en passant par la guerre sur le sol européen, jusqu'au réchauffement climatique. Le directeur général de l'Institut des études diplomatiques, Mohamed Abdelkader, dans son discours, a affirmé que l'Union européenne est un maillon essentiel pour le renforcement de la politique de l'intégration régionale. On écoute un extrait de son discours. Ce programme concourt aussi à l'objectif de renforcement du capital humain, hautement important pour notre gouvernement dans le cadre de la vision 2035 et de ses plans quinquennaux. Le processus d'intégration sera une réussite si les acteurs sociaux, économiques s'y préparent et peuvent en analyser les opportunités et les menaces et contraintes, tous en consolidant ses forces. Ce séminaire a donné un schéma d'analyse et d'approche basé sur les expériences d'autres groupements régionaux
tant africains que ceux d'Amérique latine, d'Asie et d'Europe. Dans l'actualité également, l'IGAD a organisé un atelier d'évaluation sur la mise en œuvre de la déclaration de Djibouti sur l'éducation des enfants réfugiés. Cette consultation nationale qui s'est déroulée à Arta a vu la participation des gouvernements et des agences partenaires au nom du secrétaire exécutif de l'IGAD. Madame Fathia Alouane, directrice de la division de la santé et du développement social, a ouvert donc les travaux de cette session. Elle a souligné que l'IGAD, étant en consultation avec les experts des États membres et ses partenaires, continuera à travailler pour développer un engagement régional basé sur les enseignements de ces dernières années. Au cœur des efforts que nous continuons de déployer et en étroite consultation avec les autorités nationales responsables de questions d'éducation et de formation au sein des États membres de l'IGAD, se trouve notre engagement, a-t-elle souligné. Cet atelier de consultation nationale a permis de réunir des informations et des connaissances importantes sur l'état de mise en œuvre de la déclaration de Djibouti. Ce fut l'occasion d'identifier les lacunes et les recommandations pour remplir les cadres de qualification de l'IGAD et de tirer des leçons de la mise en œuvre du plan national chiffré de Djibouti et à formuler des recommandations sur la voie à suivre. Djibouti légendaire de nos compatriotes et citoyens d'Arta. L'adoption de la déclaration de Djibouti, comme vous le savez, qui ont été endossées par le ministère de l'Éducation nationale de tous les États membres de l'IGAD, en fait, a marqué un tournant décisif et aussi en ouvrant la voie à toute une série d'activités transformatives pour que notre vision commune en faveur d'une éducation inclusive prenne forme aussi et devienne une réalité tangible. Dès son adoption, la déclaration de Djibouti a recueilli un succès retentissant. Donc ce succès est aussi en grande partie le reflet du soutien indéfectible que nous continuons à recevoir de la part de nos précieux partenaires comme les Allemands. Les États membres de l'IGAD ont été appelés à établir des comités nationaux de coordination pour diriger les efforts de coordination nationale visant à soutenir le développement des CNC ainsi que le référencement des certifications nationales et l'IGAD. Donc l'IGAD et ses partenaires concernés devront faciliter les opportunités donc, de renforcement des capacités des États membres pour l'élaboration et la mise en œuvre de l'IGAD. Une importante délégation conduite par l'ambassadrice de l'Union européenne, Sylvie Tabet, s'est récemment rendue à Obok pour visiter le site des réfugiés de Markazi. Cette visite fait partie du projet Appui aux réfugiés et aux communautés d'accueil à Djibouti, qui est financé par l'Union européenne pour un montant total de 5 500 000 €. La délégation était accompagnée par la première conseillère de l'ambassade de France, le représentant du HCR et les autorités locales d'Obok. Le projet financé par l'Union européenne comprend 3 volets importants. Tout d'abord, il vise à sensibiliser les acteurs clés sur le cadre légal. Ensuite, il vise à améliorer l'accès à l'éducation. Et enfin, il vise à renforcer les moyens de subsistance des réfugiés et des communautés d'accueil. Ces 3 volets contribuent aux efforts de la République de Djibouti pour mettre en œuvre le cadre d'action global pour les réfugiés dont l'objectif principal et de concrétiser l'intégration socio-économique des réfugiés dans les programmes nationaux, y compris l'accès à la protection sociale et à l'éducation. En ce qui concerne le premier volet, qui concerne la sensibilisation des acteurs clés sur le cadre légal, un total de 42 sessions de sensibilisation ont été organisées à Djibouti-Ville, Ali Adé, Hol et Obok. Ces sessions ont permis de sensibiliser divers acteurs, notamment les réfugiés, les demandeurs d'asile, les communautés d'accueil, les autorités locales, la société civile, les forces de l'ordre, etc., sur les droits des réfugiés et la protection internationale. Pour le deuxième volet axé sur l'amélioration de l'accès à l'éducation, 9 salles de classe ont été réhabilitées et 7 nouvelles classes ont été construites, dont 3 à Obok. Au total, près de 5 000 réfugiés ont bénéficié d'un soutien diversifié, notamment des uniformes et des fournitures scolaires. Et en ce qui concerne le troisième volet, 450 réfugiés et personnes des communautés d'accueil ont reçu une formation en entrepreneuriat. De plus, 628 personnes ont bénéficié de kits pour démarrer des activités dans divers domaines, notamment
la vente d'articles divers, la quincaillerie, la poissonnerie, la boucherie, la restauration, l'élevage des chèvres, la soudure et la menuiserie. Et on va retrouver l'appel à la prière. Je vous retrouve juste après pour le reste de l'actualité. Restez avec nous sur Télé Djibouti. C'était l'appel à la prière. Bienvenue si vous nous rejoignez. Après une visite guidée dans le centre des réfugiés de Bok, la délégation conduite par l'ambassadrice de l'Union européenne, Sylvie Tabès, et son équipe ont eu donc une réunion de travail et d'échange avec les responsables locaux et les responsables de ces centres. D'emblée, l'ambassadrice de l'Union européenne a remercié la population aubocoise pour leur accueil et l'hospitalité réservée à sa délégation. Les discussions se sont portées, les discussions ont porté sur les différents projets réalisés dans le cadre du projet Appui aux réfugiés et aux communautés d'accueil à Djibouti, financé, on le rappelle, par l'Union européenne. Objectif, traduire de façon concrète l'intégration socio-économique des réfugiés dans les programmes nationaux, y compris l'accès à la protection sociale et à l'éducation. Que nos partenaires qui sont au jour le jour, au quotidien, pour faire de leur mieux pour que ce camp fonctionne, font un très bon travail. Donc l'Union européenne est vraiment fière de pouvoir contribuer à soulager et à gérer ces aspects qui sont vraiment très tristes. L'opportunité de venir avec les représentants de nos États membres ici montre aussi la solidarité que l'Union européenne a vis-à-vis de la thématique des réfugiés de par le monde. Et je dois donc encore remercier Djibouti pour son action très positive. Donc nous avons pu entendre les réfugiés qui nous ont fait part de leurs besoins, de leurs suggestions, et nous allons regarder ce que nous pouvons faire, sachant qu'il y a différents acteurs qui seront amenés à répondre, mais il était très utile de les entendre. Donc je crois que ça va dans le sens d'une amélioration de l'action que nous avons. La ville de Djibouti connaît une croissance urbaine constante, caractérisée par un développement multifacette. Ce développement est un ensemble interconnecté où modernité, construction de nouvelles cités et développement des artères vont de pair. Voici un magazine de la rédaction. Ces dernières années, la ville de Djibouti a connu une véritable métamorphose urbaine. Un changement radical qui découle d'une gestion collective, inclusive, portée par un slogan. Le développement, une affaire de tous. La ville est en perpétuelle expansion et la modernité s'est installée aux quatre coins de ses rues. Les anciens bâtiments et terrains ont cédé la place à une nouvelle architecture contemporaine en phase avec notre époque. Au cœur du centre-ville, les gratte-ciel étincelants en verre rivalisent avec les chantiers en cours, dessinant l'horizon à côté des nouveaux quartiers résidentiels. Cette transformation est le résultat d'une ambition politique forte et justifiée visant à faire de Djibouti un pays ancré dans son temps, un pays en constante évolution, presque aussi rapide que les dragons d'Asie. Comme nous le savons tous, une ville est en perpétuelle croissance et transformation. L'urbanisation est le moteur de ce changement, alimenté par notre désir naturel de recherche de nouvelles opportunités, d'amélioration de nos conditions de vie et le rapprochement avec nos concitoyens. Cette évolution démographique constante façonne le visage de nos cités, créant des pôles d'activité économique, culturelle et sociale. Naturellement, cette expansion de la ville s'accompagne de vastes opérations de reconstruction des routes desservant les différentes zones de la capitale. C'est ainsi que l'agence djiboutienne des routes, l'ADR, entreprend des travaux de réaménagement des artères desservant la capitale, comme tout récemment le tronçon Guélé-Betel, une portion hautement stratégique pour les automobilistes. Cette voie abandonnée depuis quelques années a été remise à neuf pour le grand bonheur des habitants de cette zone qui étaient privés d'accès. On se réjouit de la réouverture au public de cet axe routier Guélé-Betel qui a longtemps été fermé au public. Nous remercions le gouvernement à travers l'agence djiboutienne de route, l'ADR, qui a mis tout son temps et toute son énergie pour réhabiliter cette route qui est très fréquentée par les automobilistes. Je lance un appel à la population pour sauvegarder l'état de la route et de ne pas verser les eaux usées qui risquent de dégrader
cette route qui vient d'être renouvelée. L'organisme responsable des routes urbaines a toujours joué un rôle essentiel dans la gestion, l'entretien et l'expansion des réseaux routiers. Cette mission, loin d'être banale, revêt d'une importance cruciale pour le développement économique et joue le rôle essentiel dans la fluidité des circulations routières. Il est clair que l'ADR est un acteur majeur de la croissance économique et le développement de la mobilité urbaine. Il est aujourd'hui de l'autorité publique que les grandes artères de la capitale ont grandement facilité la circulation. L'entité en charge exclusive des routes urbaines prévoit de poursuivre ses projets pour accompagner la croissance urbaine actuelle du Djibouti, sachant que les voies d'accès jouent un rôle crucial dans la valeur immobilière. Dans l'actualité régionale, alors que son économie est en berne, les perspectives financières du Soudan ne sont pas réjouissantes. Selon le Fonds monétaire international, le PIB du pays devrait se contracter de plus de 18% cette année en cause des affrontements qui durent depuis plus de 6 mois. Pourtant, le pays ne manque pas de ressources. C'est notamment le 3e producteur d'or en Afrique. Mais les ventes de ce matériau précieux sont à l'arrêt, ce qui prive le Soudan de sa première source de revenus en devises étrangères. L'agriculture, qui représente près de 40% du PIB et 80% des emplois, a également été très touchée. Et ce n'est pas tout. La livre soudanaise a perdu 50% de sa valeur depuis le début des combats et l'inflation reste, elle, très élevée. Le FMI a prévenu que l'impact du conflit pourrait être lent car la reconstruction du pays pourrait prendre des années. C'est ainsi que prend fin cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi.